Bonsoir et bienvenue, chers fidèles téléspectateurs de l'Afia TV. C'est votre émission hebdomadaire Alafia Hebdo qui reçoit 4 intervenants. Sur le plateau, nous avons donc Nuhun Togo, président de l'Union pour la sauvegarde de la République. Et Monsieur Nuhun Togo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Nous avons également sur ce plateau Khalil Sarmoy Sissé, il est président en tout cas du comité de pilotage de la nouvelle initiative pour le développement de l'employabilité au Mali, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est ça. Merci bien, Monsieur Maïga. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur le plateau de l'Afia TV. Alors, face à vous, nous avons également Naham Magasuba, présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale. C'est bien ça, merci. Je vous en prie, monsieur le directeur. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs de l'Afia TV et plus précisément la direction de l'Afia TV. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur ce plateau parler du Mali. Partagé. Nous avons également Faradji Sabanababi, membre du conseil communal des jeunes de Gao. C'est ça aussi? C'est ça. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. J'espère que le séjour se passe bien à Bamako. Très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Donc, nous allons parler essentiellement de l'affaire des 46 militaires toujours détenus au Mali. Ensuite, nous parlerons de la Semaine nationale de la réconciliation qui a débuté ce jeudi. Alors, et on va finir avec la grille unifiée des syndicats de la police qui est en colère après avoir tenu une assemblée générale. Nous allons donc en parler très rapidement. Nuhun Togo, aujourd'hui, faut-il véritablement juger ces militaires ivoiriens? Parce que nous avons vu la réponse du gouvernement malien qui dit, en tout cas, qui dit ne pas accepter entre griffes l'instrumentalisation de la CEDEAO. Vous savez, je ne pense pas que la CEDEAO a instrumentalisé, mais c'est la dernière déclaration du gouvernement ivoirien le gouvernement est mal sorti à travers leurs déclarations. Tout récemment, on était ensemble, c'était bien parti. Les uns et les autres ont accepté d'échanger. 3 femmes ont été libérées à la suite des discussions entamé par 4 des présidents de l'Afrique. Il s'agit du président togolais, le président nigérien, à travers son ministre des Affaires étrangères, le président burkinabé. Et finalement, je pense qu'il y a un autre président qui est intervenu aussi là-dedans pour qu'on trouve la formule. Comme vous le savez, souvent, il y a une déclaration, il y a une lettre envoyée par le ministre des Affaires étrangères du Mali aux Nations Unies pour clarifier la position. Mais la correspondance, la réponse était très claire. Ce qu'ils étaient là, ce n'était pas de soutien au niveau des forces armées ivoiriennes. Et la position était très claire. Pour moi, une fois que ça a été clarifié, c'est de trouver la formule diplomatique entre nos nations pour éviter beaucoup de va-et-vient. Est-ce que c'est une affaire diplomatique? C'est une affaire aujourd'hui judiciaire et bilatérale, on va dire? Oui, le gouvernement malien, après avoir donné ça à la justice malienne, ils ont placé ces hommes et ces femmes sous mandat de dépôt. Mais s'il y a mandat de dépôt, finalement, c'est la justice qui continue à faire le travail. Mais là où j'ai parlé un peu de diplomatie, avec les négociations, avec tout ce qui se passe, on peut trouver donc la solution. Après le jugement, le président de la transition, par grâce, peut les libérer. Donc il faut les juger d'abord. Il faut les juger. Ça, ensuite, on ne peut plus reculer. Parce que si Assimi le faisait, ça veut dire qu'il s'implique dans ce qui n'est pas acceptable. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard après la libération de 3... Non, vous avez entendu, vous avez vu la déclaration du procureur de la République pour les libérer, les 3. Donc, si on libère, c'est la justice. Pour le moment, ils sont libérés. Ils ne sont pas blanchis. Mais s'il y a le jugement, c'est qu'on va les juger, même les 3. Alors donc, pour moi, il faut trouver la formule autrement, aller rapidement pour juger ces militaires et puis trouver la formule de grâce diplomatique pour gérer cette situation. Alors, Khalil Sarmoy, si vous partagez le point de vue de Nuhun Togo qui parle de nécessaire jugement de ces militaires ivoiriens sur le sol malien. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Donc, avant de répondre à cette question, il faut d'abord reconnaître que cette affaire a pris une autre tournure. Et nous l'avons dit lorsque nous avons été approchés par les journalistes relativement à cette question. J'ai répété la même chose que j'ai dite sur ce même plateau quand il s'agit de la sûreté de l'État,
quand il s'agit de la sécurité de l'État, pour certains, il faut mettre le Mali au-dessus de nos intérêts personnels, se constituer comme un seul homme et conformément à l'article 22 de la Constitution du Mali, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et donc, pour cette affaire, il faut d'abord faire une petite genèse pour mieux comprendre. D'abord, ces militaires ivoiriens ont atterri au Mali selon le communiqué du gouvernement malien dans l'irrégularité totale avec armes et munitions de guerre. Il faut aussi comprendre que Alassane Dramane Ouattara est vu par beaucoup de Maliens comme étant l'arrière-base de la France. Et ce même Alassane est vu comme celui-là même qui accueille ces Maliens qui fustigent des propos pour, on va dire, ces propos contre les autorités de la transition. Et donc, pour qui connaît également la relation très difficile entre le Mali et la France, et nous savons que cette affaire n'a été que la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et moi, je l'ai dit, je le répète sur ce même plateau, d'abord, il faut essayer de traiter cette affaire de façon vraiment diplomatique. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui sont liés, non seulement par l'histoire, mais par la géographie. Et des millions de Maliens, pour ne pas dire au moins 3 millions de Maliens, vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens vivent au Mali. Et je pense que cet appel a été entendu par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a mis en avant le dialogue. Mais il l'a dit, l'affaire aujourd'hui a été mise entre les mains de la justice. Et donc le porte-parole du gouvernement, effectivement, a évoqué dans son communiqué que c'est une affaire judiciaire, que la Côte d'Ivoire essaie d'en faire une crise diplomatique. Mais lorsque, avec la libération, quand il s'agissait des trois dames militaires, on va dire, est-ce qu'il y a eu atteinte à l'indépendance de la justice? Bon, moi, je ne suis pas un homme de droit. Et je peux, en tant que profane en droit, si je peux me le permettre, parce que je n'ai pas étudié les droits, je ne sais pas, je ne peux pas dire s'il y a eu atteinte ou pas à l'impartialité de la justice, mais tout ce que je peux continuer à prôner, c'est le dialogue. C'est une sortie diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, et le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas intérêt à ce qu'on croise le fer. Nous partageons une frontière, nous partageons des intérêts bilatéraux. Nous sommes des pays frères, je l'ai dit, qui sont liés par l'histoire et la géographie. Donc il faut continuer à promouvoir cette diplomatie entre ces deux pays frères qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Et profiter de l'occasion pour lancer un appel d'apaisement à ces vidéomans, on va dire pseudo-spécialistes, analystes, qui attisent le feu entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et aux Maliens de rester derrière les autorités de la transition. Depuis l'entame de cette affaire, quand les journalistes nous ont approchés, on a été clair sur ce point. Il n'est pas du tout facile pour les autorités de la transition de décider, de prendre une décision. Donc il faut rester derrière les autorités de la transition, rester derrière leurs décisions et les soutenir en ce moment extrêmement difficile, parce que ce n'est vraiment pas tâche facile. Bien. Merci beaucoup. Dialogue avant justice ou justice avant dialogue? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut aller rapidement à rendre justice d'abord et ensuite parler de diplomatie, de dialogue? Moi, je crois que dans cette affaire, les deux vont de pair. Pourquoi je dirais ceci? Parce qu'on a déjà préféré la voie judiciaire. Donc, peut-être après cette voie judiciaire, le dialogue, nos dirigeants vont décider de libérer ces 46 militaires. Mais ce que moi je préfère, je vais dire à mon ami, on doit soutenir nos autorités. Mais il faudrait qu'ils sachent aussi que nos autorités, ce sont des êtres humains comme nous. Ils peuvent être dans les erreurs. Donc quand ils se retrouvent dans ces erreurs-là, nous qui sommes là, c'est souvent sur ces plateaux-là qu'on peut les guider. Donc il ne faut pas toujours applaudir, dire que nous sommes toujours derrière nos autorités. Oui, nous sommes toujours derrière nos autorités parce que quand quelque chose touche à un parmi ces 5 colonels, c'est comme si ça touchait le peuple du Mali. Mais quelque part, lorsque nos dirigeants
Les autorités, ce n'est pas que les 5 colonels. Non, bon, ce ne sont pas que les 5 colonels, mais quand on essaie de voir là où nous sommes dans un moment transitoire. Et quand on parle de cette transition, j'ai l'impression que ce sont les militaires. Parce que je vois les militaires partout. Donc, je préfère toujours parler de ces 5. Et à travers eux, les autres vont se reconnaître. Vous voyez les militaires partout parce qu'il y a quand même le premier ministre par intérim qui ne fait pas partie des 5 dont vous parlez. C'est pour ça que je dis... Il ne fait pas partie des 5, mais il est colonel. Il est militaire. Et quand on dit les 5, il ne s'agit pas des 5 seulement. Quand je dis les 5, c'est vrai que ce sont les 5 qui ont fait le putsch. Mais là où nous sommes maintenant, c'est l'ensemble de ces militaires, qui soient au nombre de ces 5-là ou pas, qui dirigent le pays. Donc, à travers ces 5, je vois l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, je me dis quelque part qu'il ne faut pas toujours que... Quel conseil vous souhaitez les donner, puisque vous parlez Moi, mon conseil, c'est que je ne veux pas qu'on ouvre trop de fronts. Écoutez les gens qui sont en train de dire je soutiens la transition, je soutiens, oui, je soutiens la transition. Mais il faudrait que... La Côte d'Ivoire, c'est un front... Imagine à travers ce bras de fer, un autre front s'est ouvert maintenant avec la CEDEAO. La CEDEAO, ça n'est pas... C'est la Côte d'Ivoire qui demande un sommet où on va avoir une réunion extraordinaire sur le sujet. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui demande cela. Mais imaginez seulement que nous avons déjà une plainte au niveau des Nations Unies qui n'a même pas été répondue. Et maintenant, il y a cette histoire des 49 militaires aussi qui viennent se figer dans notre histoire. Donc moi, je me dis quelque part qu'on a trop de fronts. Quelque part, on dit que mieux vaut, il faut mieux reculer, il faut reculer pour mieux sauter. Il ne faut pas toujours dire que j'ai raison. Oui, on peut avoir raison, mais souvent, savoir pardonner, faire profil bas, bien vrai qu'on a raison. Et ça va montrer notre grandeur. Ça ne va jamais montrer notre petitesse. Et moi, je vois déjà qu'à travers cette histoire des 49 militaires, le monde entier a été témoin que le Mali souffre quelque part. Parce que les Nations Unies ont eu à dire qu'ils ne reconnaissaient pas ces 49 militaires. Mais moi, quelque part, je suis frustrée. Parce que je me dis, comment ces gens ont pu faire cette va-et-vient au Mali, sans que nos autorités, avec armes, sans que quelque part nos autorités ne les acceptent pas sur notre territoire. C'est pas les mêmes autorités, je pense que... Mais de 2020, j'ai fait ma petite enquête. Et de 2020 à nos jours, paraît-il qu'ils ont fait 4 va-et-vient. Ah ouais? 4 va-et-vient. Je me suis informée par rapport à ça. Et voilà, et c'est lors de leur 4e dotation qu'ils sont venus sans passer par la voie diplomatique. Raison pour laquelle moi je me sens un peu frustrée, parce que je ne pourrais comprendre que, vu la manière dont nos militaires sont, vu la manière dont moi j'ai confiance à ces militaires, et voir qu'il faut que des militaires viennent d'un autre pays avec armes pour venir protéger quelqu'un sur notre territoire, ou une société sur notre territoire. Ben, les 49 militaires, les va-et-vient, c'était pour protéger les membres d'une société, non? Et aussi, ils ont dit que ce n'est pas... Ils n'ont pas de contrat. Voilà, SAS. Il y a beaucoup de zones sombres. Mais ce qui est sûr, SAS quand même était installé à Bamako ici. Et avait même pris nos territoires, notre espace aéroportière, et s'en servait comme hôtel. Et c'était fait au su et au vu. Il a fallu cette histoire, cette erreur diplomatique pour que tout cela puisse se faire savoir. Peut-être les autorités maliennes attendaient, je ne sais pas, ce moment-là, ce motif-là. Moi, je crois qu'il ne fallait pas attendre une erreur diplomatique pour y réagir, pour laisser venir des militaires armés sur son territoire. C'est des suppositions. Alors, M. Faradji Sabane Babi, votre point de vue sur la question, parce que nous qui sommes à Bamako, on le vit souvent plus directement que vous. Alors vous, comment est-ce que vous lisez tout ça? Bon, merci beaucoup, Baba. Et vraiment, c'est avec beaucoup de préoccupations. C'est avec beaucoup de préoccupations. Vu la situation actuelle dans laquelle le Mali est, vraiment, nous ne voulons pas avoir, comme il avait dit, ouvrir beaucoup de fronts. Mais la réalité, il faut qu'on le dise. Moi, c'est-à-dire quand j'entends les gens du 49 militaires, non, ce ne sont pas des militaires. Il faut dire la vérité.
ce sont des mercenaires. Donc, au lieu de dire 45 militaires, c'est 45 mercenaires. 46 et 49. Oui, bon, au début c'était 49. Hein? Maintenant c'est 46. Le gouvernement a libéré 3 personnes, maintenant c'est 46. C'est des mercenaires. Parce qu'une fois que des militaires arrivent dans un pays sans autorisation et avec armes lourdement armées, on ne peut plus considérer des gens comme ça en tant que... Ils n'étaient pas eux-mêmes lourdement armés, mais les armes étaient dans... Vraiment, c'est des armes de guerre quand même. Des armes de guerre dont même la ministre a dit qu'ils ne sont pas habitués quand même d'amener ces genres d'armement. Donc ça veut dire que c'est des armes de guerre. Donc directement on les considère comme des mercenaires. Mais vraiment, le fait que le gouvernement a décidé de libérer les 3 militaires femmes, déjà c'est salutaire. Parce que tout le monde voit que vraiment les présidents... Est-ce que c'est le gouvernement de libérer sa bonne foi. C'est une bonne foi qu'il a montré pour montrer au monde entier que vraiment le Mali veut la paix. C'est utilisé de l'autre côté par exemple les Ivoiriens qui disent que voilà, c'est un chantage quoi. Vous libérez 3 pour montrer votre bonne foi. Il fallait peut-être aller en justice, aller jusqu'au bout, ensuite commencer à libérer. Bon, déjà l'affaire est au niveau de la justice. L'affaire au niveau de la justice, parce que même dans les communiqués du gouvernement, tout récemment, le gouvernement a été clair. Le gouvernement a dit dans le communiqué que l'affaire, c'est au niveau de la justice. C'est une affaire judiciaire. Mais pourquoi le gouvernement du Côte d'Ivoire essaie d'instrumentaliser, maintenant changer l'affaire pour amener à une crise diplomatique? C'est ça qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Pourquoi aller jusqu'à saisir la CEDEAO contre le Mali? On n'est pas arrivé à là. C'est juste pour se cacher derrière la CEDEAO. Donc, heureusement que nous on a vu le communiqué du gouvernement. Le gouvernement a été très clair. Le gouvernement a mis en garde la CEDEAO. Il a mis en garde de ne pas accepter d'être manipulé par l'État ivoirien. Le Mali aussi fait partie de la CEDEAO. C'est un pays membre de la CEDEAO aussi. Le Mali aussi a son droit. Je pense que la CEDEAO doit faire beaucoup attention. Les chefs d'État de la CEDEAO doivent prendre cette affaire au sérieux et chercher à comprendre la vérité d'abord, avant de juger. Parce que tout le monde le sait, la manière dont ces militaires-là ont été déployés, tout le monde a vu dans une condition illégale, inacceptable, sans autorisation, qui a été même, l'aménagement a été clair. L'aménagement a été clair, ce jour-là, il n'attendait pas un déploiement. Donc je pense que c'est très clair. Ok, très bien. Alors, nous, Togo, s'agit-il d'un chantage ou en tout cas d'une prise d'otage? Parce que le Mali demande quand même que les personnalités politiques vivant en Côte d'Ivoire soient, en tout cas, on va dire, je ne sais pas, libérées ou en tout cas transférées vers le Mali, on va dire. Non, vous savez, quand on parle d'otages, je ne pense pas que c'est des otages, on sait ce que c'est que l'otage. Il est important que j'ai vu dans ces 2 jours sur des radios privées des gens soutenir la même position que la Côte d'Ivoire. Je dis, moi, en tant que nationaliste, en aimant mon pays et aussi en acceptant la vérité, par-ci, par-là, il est quand même très clair. Donc, ce que le Mali a demandé avec la Côte d'Ivoire, nous avons vu Alassane, après son coup d'État, des ministres de Gbagbo étaient à Lomé, Mali militari, on les a amenés dans l'avion pour le livrer. Mais comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, des gens qui sont devant la justice, où il y a eu des mandats d'arrêt contre eux, sont à Abidjan, continuent à déstabiliser le Mali. Et nous avons surpris Alassane même communiquer avec eux au téléphone, où Alassane nous insultait pour dire que nous sommes des idiots. Et tout ça, ça s'est passé. Et c'est à Abidjan que nous avons vu un Malien sortir faire la déclaration pour dire, en appelant les gens à descendre dans la rue pour mettre le gouvernement, pour mettre la transition dans des difficultés. Donc ce jeune est à partir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, que ce soit M. Koulibaly, que ce soit l'ancien Premier ministre, que ce soit Karim, donc de l'autre côté, et que ce soit d'autres Maliens, s'ils sont à Abidjan, les règles sont très claires.
c'est qu'ils n'ont pas le droit de mener des activités politiques pour déstabiliser le pays. Et si Alassane les donne l'opportunité, la Côte d'Ivoire les donne les moyens d'exercer ou même inviter des télévisions maliennes, comme Djoliba TV, pour aller faire des interviews de monsieur l'ancien ministre de la Défense, pour venir diffuser sur leur antenne, ça pose problème. Alors pour moi, donc aujourd'hui, ce que le Mali demande, le Mali n'a pas de forcément d'extrader. Le Mali dit au moins de mettre fin à les activités politiques contre la nation malienne. Maintenant, ils sont en train de dire qu'on est en train de prendre ça en otage, mais c'est la réalité. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas être nos amis et continuer. Or, dans la déclaration, ils ont reconnu qu'il y a eu des manquements par-ci, par-là, et désormais, ils vont respecter tout ce que nous sommes arrivés, tout ce que nous avons pris comme décision pour les redéploiements, tout ce qui est pour des bons voisinages, de la stabilité entre les deux pays, pour que nous continuions à travailler. Ça, c'est le mot du ministre, donc à la présence, donc le chef de cabinet. Mais aujourd'hui, si on continue donc à prendre en otage en prenant seulement ce jeu de mots pour dire que non, on a demandé d'échange, non, on n'a pas demandé d'échange seulement, on a dit qu'ils peuvent nous donner, s'ils refusent de nous donner, au moins qu'ils mettent fin à leur activité politique pour ne pas déstabiliser le Mali. Et ça, c'est un droit. C'est un droit. Mais aujourd'hui, c'est que l'argent sort de la Côte d'Ivoire. On sait que les Maliens qui sont partis aujourd'hui, c'est des richissimes, donc des gens qui ont beaucoup d'argent, qui financent des télévisions au Mali ici, qui financent des vidéomans, qui financent donc des... Est-ce qu'on a des preuves? Non, mais à travers ce qu'ils disent, cousin. Okay. Preuve ou pas preuve, donc si quelqu'un continue à supporter, comme la Côte d'Ivoire l'a dit à travers sa déclaration, ils ont pris mot par mot ce que la Côte d'Ivoire a dit pour fusiliser le gouvernement malien, la transition du Mali, et dire qu'effectivement c'est des otages. Je veux dire, est-ce qu'il y a des télévisions ou des radios ou des vidéomans qui ont pris de l'argent Non, parce que moi je me suis dit, comment tu peux défendre la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui t'amène à festiviser ou à humilier ton pays? Qu'est-ce qui te pousse à le faire si ce n'est pas l'argent? Ou c'est quoi finalement? Ou ils vont te nommer comme ambassadeur ou diplomate quelque part? C'est Israélien là. C'est qu'est-ce qui te pousse à, ça veut dire, t'attaquer à ton pays pour dire que ce que la Côte d'Ivoire dit, parce que le Mali garantit la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, il y a des limites. Si une nation est en difficulté, tu ne peux pas. C'est pour cela que je prends le cas de la Russie. Tu sors, tu t'attaques à l'armée russe sans preuve. Tu as 20 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que la Russie est un exemple? Non, prenons la France. La France, ceux qui sont venus, donc la Russie voulait donc faire la communication à partir de la France. Les télévisions russes ont été fermées. Devant tout le monde ici. C'est l'état des droits en France. Parce que pour eux, ils ne voulaient pas entendre la voix d'autres. Mais nous, ce n'est pas le cas. Mais nous, nos problèmes, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, les vrais Maliens doivent défendre la République. Parce que la République est en difficulté, tu ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire a raison. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, vous savez ce que je vais dire pour terminer, c'est qu'il y a eu du banditisme. Du banditisme à quel niveau? C'est que les autorités ivoiriennes ont sous-traité l'armée ivoirienne à des privés pour prendre de l'argent. Merci. C'est du banditisme. Voilà. C'est du banditisme. Merci. Et l'argent là, ça va où? Voilà. Depuis combien de temps? 8 équipes qui sont venues depuis autant de l'ancien Premier ministre, de Karim, on continue à faire ce business, c'est du banditisme politique. Merci. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité. Au contraire, c'est les Ivoiriens qui doivent se réveiller pour dire à Alassane, ce que vous avez fait, c'est du banditisme et c'est de la mafia. Et les gens devraient se révolter. Mais c'est le contraire et c'est nous qui sommes accusés parce qu'on les a pris. Et vous savez, donc on a envoyé des gens jusqu'en Allemagne pour aller les demander. Au niveau du gouvernement, ça a été très clair que SARL, ils n'ont pas de... SAS disent clairement qu'avec l'Allemagne, qu'ils n'ont pas de contrat avec ces gens-là. Mais les Nations Unies ont dit clairement que ces gens-là ne sont pas venus en appui. Mais finalement, ils sont venus en quoi? Il y a des doutes. S'il y a des doutes, c'est la justice qui fait le travail. Mais le peuple doit demander tout simplement, Maliens ou ceux qui sont Maliens ou ne sont pas Maliens, nous demandons la vérité. De creuser pour chercher la vérité. Et personne ne peut nous donner la vérité si ce n'est pas la justice. Alors bien, Khalil Moïse, dans ce cas, est-ce que le gouvernement ne devait pas se taire maintenant et de laisser la justice faire son travail? Après la justice, le gouvernement peut sortir maintenant, dire, bon voilà ce qu'il y a comme verdict, on connaît la vérité maintenant, on peut vous donner vos gens en contrepartie.
faire taire ces personnalités. D'abord, par rapport à cet échange, quand on doit se référer sur le communiqué du gouvernement, le gouvernement n'a jamais parlé de contrepartie. Cet échange, nous l'avons appris dans le communiqué des autorités ivoiriennes qui date du 14, qui parle d'extradition et d'échange. Donc, dans le communiqué du gouvernement malien, ils ont fait mention de ces Maliens qui sont sous mandat d'arrêt international, mais n'ont pas parlé de... En plus, moi, je pense qu'il faut extrêmement faire attention à l'expression otage. Otage, je ne dirais pas. Parce que prendre quelqu'un en otage, c'est quelqu'un qu'on a arrêté par abus. Et on le sait bien, il y a eu des manquements, il y avait des irrégularités. Donc, voilà. Donc, avant de répondre à la question, si vous me le permettez, je pense que ma sœur elle se trompe de co-débatteur. Parce que quand, par exemple, elle dit qu'il ne faut pas soutenir la transition comme ça, pour qui me connaît, on me connaît avec mes critiques, peut-être sévères, mais positives vis-à-vis de la transition. J'ai tout le temps dit sur les plateaux, c'est le même Khalil Sarmo Cissé, il n'a pas changé. J'ai dit qu'il ne faut pas prendre des tambours derrière la transition. Mais je l'ai dit haut et fort. Quand il s'agit de la nation, quand il s'agit du pays, je l'ai dit de la sûreté, de la sécurité de la nation. Mais même lorsque l'embargo a été imposé sur le Mali, j'étais sur ce même plateau, j'ai dit, si les pays de la CEDEAO se mettent ensemble contre notre pays, nous devons nous mettre ensemble et défendre notre pays. Je l'ai dit haut et fort. Et quand j'ai appris que la CEDEAO devait tenir une rencontre, un sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale qui devra se tenir aux États-Unis, j'ai tout de suite fait une publication. J'ai dit, mais l'Afrique aux Africains, moi je ne peux pas comprendre que des pays de la CEDEAO décident de se réunir aux États-Unis. Mais bon Dieu, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et non la communauté économique des États de l'Amérique. Donc, c'est pour dire à ma sœur que je ne suis pas déjà à prendre le tambour, mais quand il s'agit du Mali, je pense qu'on doit se mettre ensemble et sauver la patrie. Maintenant, par rapport à la question, je l'ai dit, moi, nous ne sommes pas dans les rouages du pouvoir. Et moi, en ce qui me concerne, je reste derrière les autorités de la transition, quelle qu'en soit leur décision. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est aussi leur donner, on va dire, ce petit conseil. Ce conseil, c'est de prendre en compte ces Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, de mettre en avant les relations d'amitié. Je l'ai dit, c'est pour ne pas comment dirais-je, être enfermé, c'est pour ne pas ouvrir beaucoup de fronts. Je pense qu'on se rejoint sur ce point. Je l'ai dit, il ne faut pas croiser le fer avec la Côte d'Ivoire. Pas qu'avec la Côte d'Ivoire seulement, avec tous les pays de la CEDEAO. C'est pour cela que personnellement, je n'ai jamais soutenu ceux-là qui disent qu'il faut sortir de la CEDEAO tout de suite. Même s'il faut sortir de la CEDEAO, ce n'est pas la manière. Il ne faut pas sortir de la CEDEAO de façon passionnée. Moi, je suis quelqu'un sous la couleur. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à connaître le président Modibo Keïta à travers les quelques livres que j'ai lus sur lui. Et je sais que la CEDEAO, quand elle se créait, Modibo Keïta n'était pas au pouvoir. Mais le peu de choses que j'ai lues sur Modibo, jamais, au grand jamais, Modibo n'aurait ouvert autant de fronts avec ses pays frères. Parce que Modibo, quand Modibo aussi a chassé la France, il faut pour l'histoire que les jeunes gens sachent, ceux qui n'ont pas eu la chance de lire le livre de Modibo, que Houphouët et Senghor, effectivement, ont fait la même chose. Comment est-ce que Modibo a réagi? Modibo a continué à prêcher le panafricanisme, à prêcher l'Union africaine. Et Modibo a même fait le miracle en faisant venir l'Algérie et le Maroc ici, au Mali, pendant que le roi Sélassié a échoué. Donc c'est pour vous dire que nous, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faut prévaloir les dialogues. Et moi, je reste dans cette affaire précise, je reste derrière les autorités de la transition, mais je leur dis tout simplement de prévaloir le dialogue. Et alors, quand vous dites faire prévaloir le dialogue, pour reprendre ma question qui n'est pas encore répondue, c'est alors, on va vers la justice, on laisse toutes ces histoires de dialogue, de diplomatie. Bon, vous savez, par rapport à la justice, je sais, dans mon introduction, je me suis même traité de profane en droit. Parce que ce qu'on a appris, c'est que quand un dossier est en instruction judiciaire, il n'est même pas prudent de parler du dossier. C'est pour ça que moi, j'ai pas, même sur les plateaux, je ne veux pas trop m'aventurer. Parce que quand les autorités disent le dossier est en instruction, moi, j'essaie d'être vraiment prudent. Je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain. Voilà. Alors, Nahama Gassouba,
je reviens vers vous donc par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il s'agissait de banditisme, comme le dénomme Togo, international, entre griffes? Bon, quand on parle de banditisme international, est-ce qu'on peut parler de banditisme international sans que nous-mêmes, nos dirigeants ne soient dedans? Donc, quelque part, je dirais que dans ce banditisme international, les acteurs principaux étaient nos dirigeants. Comment peut-on accepter des militaires d'un autre pays venir garder une société privée ici? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Parce que lorsqu'on dit que oui, les Nations Unies ont dit cela, la CEDEAO a dit cela, l'Allemagne a dit cela, moi, je ne vois aucun de ces pays, aucun de ces nations défendre les intérêts du Mali. Ils ne défendent que leurs propres intérêts. Et ils voyaient que cette situation, c'est une situation d'irrégularité. Et personne ne veut se voir taché. Donc, chacun essaye de se débarrasser en laissant la Côte d'Ivoire seule. Bien vrai que cette Côte d'Ivoire n'est pas seule. Et en douce, ils essayent d'appuyer cette même Côte d'Ivoire pour combattre le Mali. Ils viennent de le dire, que les présidents africains ont décidé d'aller se réunir aux Nations Unies. Quelque part, il y a Anguille Choroche. Est-ce que le problème, ça concerne les Européens? Ça concerne les Américains? Ça concerne ici, nous, les Africains. J'aurais pu comprendre qu'ils décident d'aller se réunir dans un pays proche du Mali. Et dans ce pays, pourquoi ne pas inviter, voilà, les pays de l'espace CEDEAO? Depuis là, moi, je vois déjà un complot international contre le Mali. Je le dis, hein, moi, mon soutien envers le Mali, c'est mon soutien envers la transition. Et c'est parce que ce sont eux qui sont nos dirigeants. Qu'est-ce qu'on reproche au Mali, Nahamaga Souba? Moi, ce que je n'ai pas pu comprendre, jusqu'à présent, nos autorités de la transition n'ont pas pu me dire que depuis qu'ils sont là de 2020 à nos jours, que ces militaires-là ne sont pas venus. On peut dire que cette fois-ci, ils ne sont pas venus par la voie diplomatique. Parce que cette histoire a commencé depuis 2019. De 2019 à nos jours, ces militaires viennent sur notre territoire. C'est le 8e contingent. C'est le 8e contingent qui a été bloqué. Et maintenant, de 2020 à nos jours, moi, je me suis renseignée, on dit qu'il y a eu 4 contingents et c'est le 4e qui vient d'être bloqué. Donc, quelque part, moi, je me suis dit que si l'ancien régime a trahi le pays en acceptant ce complot international, ce banditisme international, j'aurais voulu que... le magistère de Banda ou peut-être, je ne sais pas. C'est depuis Ibeka. Hein? Depuis Ibeka. Moi, je veux dire, non, les 4 rotations dont elle parle. Les 8 rotations ont commencé de 2019 à nos jours. Veuillez vous renseigner. C'est de 2019 à nos jours. C'est sous le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, c'est comme s'il y avait eu 4 rotations. Mais de 2020 à nos jours, quand même, c'est lors de la 4e rotation. Donc il y a eu 3 rotations pendant la transition. Pendant la transition. C'est ça, moi c'est là où se trouve ma frustration. C'est là où se trouve ma frustration. Sinon, moi, je suis entièrement derrière mon autorité. Cette fois-ci, voici pourquoi je parle de crise diplomatique. Voilà pourquoi je parle de crise diplomatique. Parce que les 3 fois, c'était régulier. Vous ne pouvez pas venir dans un pays sans l'autorisation. Voilà, sans autorisation. Je m'excuse, prenez en compte aussi le renvoi donc, de responsables de l'administration. En son temps, ils ont dit que ça a été réduit. Et après, on les a demandé de nous amener des preuves. C'est que nous avons continué à faire des enquêtes. C'est ce qui a fait que le représentant de l'administration a été renvoyé, le français. Le porte-parole. Donc, pour nous, il faut... ça veut dire que c'est un dossier qui est compliqué et il faut le gérer avec beaucoup de tact. Merci. Voilà. Moi, je me dis que c'est un dossier qui est très, très sensible. Pourquoi sensible? Moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire à travers ces 46 militaires. Je vois un complot international. S'il y a eu banditisme international au Mali, ne soyons pas surpris qu'il y a un complot international. Je vais me faire répondre à Nahamaga Souba à ma question. Est-ce que ce acte posé par la Côte d'Ivoire relève du banditisme international? Ce acte posé par la Côte d'Ivoire, dire que l'air militaire... Est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un État bandit, entre guillemets? Moi, non. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire comme un État bandit.
Mais lorsque ils ont commencé à faire venir ces militaires, ce n'était pas la Côte d'Ivoire seule. On est parti en Allemagne, aux Nations Unies. Donc je voyais l'ensemble de ces partenaires qui ont signé, qui ont fait que ces gens se sont retrouvés chez nous, qui sont tous des bandits, qui ont tous acteurs de ce banditisme international. Et là où je suis, je vois cette Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée pour attaquer le Mali. Qui? Parce que mais comment je peux comprendre un problème de la CEDEAO puisse aller se résoudre aux Nations Unies? C'est grave quand même, hein? Je peux comprendre cela. Je vois déjà je vois un complot de la communauté internationale contre mon pays. La communauté internationale, il y a la Russie dans la communauté internationale, il y a la Chine dans la communauté internationale. Donc c'est compliqué de dire la communauté internationale. Monsieur le directeur, souvent je le dis, que ce soit les Français, les Russes, les Chines, ces puissances-là, à certains niveaux, ne vont jamais se lâcher. Sinon, imaginez... Parce que là, vous accusez même la Russie. Je les accuse parce que je ne saurais comprendre que le Mali a porté plainte avec preuve aux Nations Unies contre la France. Il suffisait d'un droit de veto. Moi, je crois qu'il suffisait que la Russie ou la Chine prennent le dossier. Pour le moment, c'est trop tôt de se prononcer là-dessus. Parce que ça fait combien de fois? Ça fait combien de temps? Ce silence-là que je ne comprends pas. Ça continue quoi? Le sommet devra se tenir. Voilà, c'est ce silence-là que je ne comprends pas. Donc moi, je me dis que dès qu'on a déjà amené notre convocation au niveau des Nations Unies, quel qu'en soit, je me dis que dès au moment que c'est arrivé au niveau des Nations Unies, la Russie devait se prononcer par rapport à ce dossier. Parce que Faradji a besoin de dire quelque chose. À la communauté internationale surtout. Déjà, nous, on a déjà des craintes. Par rapport, on voit déjà un complot qui se prépare contre notre pays. Je partage la vie. Sinon, pourquoi aller préparer... Qui complote quoi contre le pays? Qu'est-ce qu'on reproche à notre pays? C'est important de savoir. C'est très important. Il n'y a rien à reprocher aujourd'hui au Mali. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a rien à reprocher. Où sont les preuves? Les pays, là, ils ont quelles preuves pour reprocher quelque chose au Mali? Il n'y a rien à reprocher. Mais ils disent que nous ne respectons pas nos engagements. Le Mali a toujours respecté ses engagements. Par exemple, la durée de 18 mois, quoi, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ce qui a fait que, par exemple, ceux qui nous ont valu des sanctions. Je pense que cette affaire-là a été... Je suis poseur de questions, je fais le débat. Je pense que cette affaire-là a été déjà réglée. Le Mali a pris un engagement au niveau de la CEDEAO qui vont essayer de faire 20 mois la transition. Et déjà, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais tous les problèmes aujourd'hui, si tu vois tous ces complots contre le Mali, c'est tout simplement parce que les... Est-ce que vous accusez comme Naham la communauté internationale d'être complice? De vouloir s'en prendre au Mali? Juste pour déstabiliser les pays. Parce que, la Russie en fait partie. Parce que, non, nous, quand on dit la communauté internationale, les pays sont connus. Quels sont ces pays-là? Vous les connaissez? Les pays-là sont connus, que Dieu nous en garde. Mais tout simplement, ils veulent punir les pays parce que tout simplement, le Mali est décidé de prendre son destin en main, sa souveraineté. C'est tout. S'il vous plaît. Il faut les condamner on va éclairer les téléspectateurs. Quand vous parlez des pays, vous qui les connaissez, quels sont ces pays-là? Les principaux pays, quoi. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Tout le monde connaît les pays. Mais si vous donnez-moi juste une petite minute sur... La Côte d'Ivoire fait partir. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire fait partir et ses alliés. Ses alliés, c'est une petite minute. Est-ce que l'Allemagne est un allié de Maïga, une petite minute. On va répondre, on va laisser Faradji finir rapidement. L'Allemagne fait partie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, tout le monde voit qu'aujourd'hui l'Union européenne soutient la France. C'est ça qui nous a manqué, nous les Africains. Quand on voit aujourd'hui tous les pays européens soutiennent la France. Merci. Et on voit que le Mali, qui est un pays africain, n'est pas soutenu par l'Union africaine, par la CEDEAO. On ne peut pas comprendre ça. Alors Faradji, dernière question par rapport à ça. Vous avez dit que la communauté internationale n'a pas de preuves contre le Mali. Est-ce que le Mali a des preuves contre l'Union européenne, contre la Côte d'Ivoire, contre, je ne sais pas,
Quel autre pays dont vous parlez? Le Mali, quand même, a des preuves contre la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les 46 militaires. Les preuves sont là. Parce que 49 militaires, parce que déjà l'affaire est au niveau de la justice. Il y a des preuves, les conditions dans lesquelles ils se sont arrivés. Ils ont caché leur identité avec les armes. Je pense qu'il y a déjà des preuves. Mais il faut laisser, comme il avait dit, la justice faire son travail. L'Union européenne. Des preuves contre l'Union européenne. Bon, l'Union, on voit le soutien de l'Union européenne à la France. Ça se voit directement. Mais monsieur Maïga, on voit le soutien. Donc, il n'y a pas de preuve à ça. On voit que tout l'Union européenne soutient la France. Pourquoi l'Union africaine ne soutient pas les Mali et la CEDEAO? Pourquoi pas? Moi, je pense que le rôle des chefs d'État... Moi, je pense que les chefs... Moi, je pense que les chefs... Par rapport à cette question... Très rapidement, je pense que le rôle des chefs d'État africains, c'est de défendre les intérêts du peuple africain. Et non de défendre leurs propres intérêts, ou bien défendre les intérêts de X ou bien Y. Je pense que ce n'est pas normal. Juste deux mots très rapidement par rapport à cette question. Je pense que au stade où nous en sommes, il faut appeler les choses par leur nom. En parlant de complot international, je pense que sur ce point, tout le monde est unanime sur ce plateau là-dessus. Je l'ai dit dans une de mes publications, pas plus tard qu'avant-hier. J'ai traité l'Organisation des Nations Unies d'organisation mafieuse. Et la communauté internationale au Mali, dans les pays francophones comme le Mali... Conseil de sécurité de nous, non, l'organisation, c'est une organisation mafieuse. Non, je viens. Une organisation, on en fait partie, mais les détenteurs de veto sont connus. Deux. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité, si je ne m'abuse, si j'ai bonne information, est présidé par la France. Et la communauté internationale au Mali, c'est la France. Et ça, c'est clair et net. Et rappeler aussi qu'il y a une... Mais la Russie n'est pas représentée par la France. Non, au fait, pour qui connaît le fonctionnement de l'ONU, allez-y savoir pourquoi les 2/3 du budget de l'ONU sont pris en charge. Il y a des ambassades qui ne soutiennent pas la France. Non, je suis d'accord. Mais pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu la charte de l'impérialisme, qui est une charte qui est composée, je pense, de 28 articles. De l'article 21 à l'article 28, on ne parle que de l'ONU. Est-ce qu'elle est d'actualité? On parle que de l'ONU. Non, bien sûr qu'elle est d'actualité. Est-ce que les acteurs ont changé? Non, les acteurs ont changé, mais la politique, elle reste la même. Nous avons certainement des partenaires stratégiques au niveau des Nations Unies comme la Russie. Personnellement, je me suis battu pour la coopération avec la Russie, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je crois aux Russes, je crois à la sincérité des Russes. Maintenant, en parlant des preuves, une plainte a été introduite par nos autorités. Et le porte-parole du gouvernement a été plus que clair. Le Mali a des preuves. Des aéronefs français, des forces françaises ont plusieurs fois violé notre territoire. Si on n'est pas écouté, c'est pas mieux de sortir ces preuves. Non, pour le moment, j'allais en venir à ça. Il est trop tôt de se prononcer. Parce qu'on parle d'Assemblée Générale de l'ONU qui devra se tenir. Il faut d'abord attendre. Maintenant, si jamais... Le gouvernement a aussi mis en garde là, si jamais la CEDEAO, comment dirais-je, se met, non, je parle de la CEDEAO, décide de se mettre en complicité avec l'ONU pour ne pas recevoir la plainte du Mali, on saura ici quoi faire. Parce que le Mali a des preuves. Si le Mali dit qu'il a des preuves, il faut laisser le Mali exposer ces preuves-là. Et dès lors, on commence déjà à... Le Mali attend quoi de l'ONU? Non, mais c'est clair, c'est pour montrer en nu, mettre en nu la politique impérialiste de la France. En contrepartie, qu'est-ce qu'on va gagner? Non, en contrepartie, on gagne notre souveraineté, on gagne notre dignité, on gagne tout ce qu'on a pu dire sur la France. Bien avant cette transition, nous nous sommes battus pour mettre en nu la politique impérialiste de la France. Auparavant, on n'était pas compris. On a fait des marches devant l'ambassade. Je suis parmi ceux-là qui ont fondé le mouvement Yerewoulou debout sur les remparts. J'ai été le président national de la jeunesse du groupe des patriotes du Mali. Ce groupe qui a remis 8 804 849 signatures à l'ambassadeur russe pour les demander. Aujourd'hui, c'est vrai que le combat a atteint un niveau où il y a des nouveaux acteurs qui sont sortis. Mais le temps va en juger. Mais la France n'a jamais été franche. La France n'a jamais, pour aller plus loin, la France est une nation hypocrite. Voilà, monsieur Maïga. Vous voyez, quand mon frère dit qu'on se réjouit quand on parle de complot international, face à un complot international. Sur le fond, vous n'êtes pas d'accord? Bon, sur le fond, on n'est pas d'accord. Parce que moi, quand je vois un complot international contre mon pays, contre les dirigeants de mon pays,
je préfère leur dire que devant certaines situations, qu'ils fassent profil bas. Je ne vais jamais dire comme ça que je vais les soutenir comme ça. Tangibles. Non, je ne parle pas du cas de la France. Moi, je parle toujours du cas des 46. Est-ce qu'on se rejoint sur ce point? Non, je me dis quelque part qu'il faut qu'il fasse profil bas. Parce que je vois que cette histoire est en train de prendre une autre ampleur. Depuis qu'on dit qu'on va amener la CEDEAO dans les nations. Non, je ne peux pas dire on ne se rejette pas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soutient. J'ai dit qu'il ne faut pas ouvrir de front la décision de quelqu'un, c'est comme si on n'a pas à conseiller la personne. Non. Moi, je préfère conseiller mes dirigeants. On n'est pas à mesure On peut ne pas être dans le rouage du pouvoir, mais le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous, le peuple. Ils décident à notre place. Et à chaque sortie télé, ça leur sert de leçon. Donc, soutenir quelqu'un, c'est lui dire que... Il ne faut pas communiquer, il faut se taire. Non, j'aime bien la communication. Okay. Mais moi, je crois que... Vous vous rejoignez dans ça. Non, je rejoins, mais il me semble qu'elle ne m'a pas totalement compris. Rapidement, dernier tour de table concernant la Semaine nationale de la réconciliation. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin de se réconcilier. L'idée, c'est de... En tout cas, il y a certains déjà qui fustigent l'organisation de la Semaine nationale parce qu'ils se disent que pourquoi c'est Bamako, c'est à Bamako, est-ce que les autres Maliens n'ont pas besoin de se réconcilier? Je pense que c'est fait dans plusieurs langues et puis ça serait diffusé. Vous, quel est votre point de vue rapidement? Bon, moi, vous savez, pour moi, c'est un spectacle. Je suis désolé, mais je le dis comme ça. Parce que regrouper les gens, faire des discours, s'embrasser, prendre du thé, ça s'arrête là. Est-ce que c'est ça seulement? Il y a des activités quand même. Quelle activité, cousin? Il n'y a pas d'activité. Une caravane? Non, mais ça, qu'est-ce que ça sert? Mais chez moi, à Bankas, à Dialasago, tu me parles donc de caravane. Le moment où on est en train de tuer donc 100, 200 personnes, 300 personnes, où les gens n'arrivent pas à aller cultiver parce qu'ils n'ont rien demandé à l'État malien que d'aller cultiver. Et l'État ne les appuie même pas. L'État les prend les impôts. À Gao, on veut avoir la paix. Mais tous les jours, il y a des fusils, il y a des bruits de fusils. C'est ça. Mais est-ce que ça va permettre aux bandits de ne pas continuer à faire le banditisme dans la banque et tuer les gens et faire des rançons et puis donc arrêter les gens? Est-ce que donc, ça va permettre à des gens, des touristes, de ne pas prendre les gens et les égorger? Sur le plan sécuritaire, les FAMA montent en puissance. Oui, mais ça c'est autre chose. On continue. Moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, quoi. Non, pour les femmes, je n'en doute pas, parce que j'ai été ancien chargé à la communication, je sais le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Mais pour moi, donc, c'est de la comment on dit? La théâtralisation. Théâtralisation, donc souvent c'est difficile de prononcer. C'est de mettre sous forme de chaîne de théâtre, donc, pour que les gens viennent jouer des rôles. Venir parler, c'est vrai que le président a parlé, les autres vont prendre la parole pour dire que non. Est-ce que les Maliens ont besoin de se connaître? Je préfère, non, ça, si c'est possible de le faire, je préfère qu'on fasse ça à l'intérieur du Mali que de faire ça à Bamako. Bamako, il y a la paix. Les gens ne se parlent pas nationalement à l'intérieur. Je préfère que les gens parlent à Gao, qu'on mette les jeunes de Gao, qu'on mette les femmes de Gao, qu'on mette les gens de Dialasago, qu'on mette les gens de Bankas, qu'on mette les gens de Koro, qu'on mette les gens à l'intérieur, qu'on parle avec eux là-bas. Il y a des retombées là-bas parce que les gens qui ne se parlent pas, ils vont commencer à se parler. Mais à Bamako, tout le monde se parle. Il y a même avec Facebook là, même si je vais te lire là, je vais te lire. Donc il n'y a pas de problème ça ici. Pour moi, c'est une manière donc encore de prendre de l'argent et de jeter par la fenêtre. Franchement, je ne me retrouve pas là-dedans. Même si je soutiens la transition, l'idée là pour moi, je suis désolé, mais... C'est une idée des assises nationales. Non, on dit, c'est pas l'assise nationale. On dit, mais il y a eu quelle rencontre là? C'est d'autres rencontres, c'est pas l'assise nationale. Conférence nationale d'entente. Conférence nationale d'entente. Qui a proposé ça? 2019. Depuis Vegas. Oui. Ça, c'est dans les... Ah, c'est pas les assises. Non, c'est pas les assises. On est parti fouiller dans les documents de IBK pour faire sortir, comme il y a des petites choses à gagner là-dedans, les gens vont se faire des affiches, donc ils vont prendre des cafés, des thés, ils vont s'embrasser et puis ça s'arrête là. Merci beaucoup. Bon, moi, très sincèrement, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la différence entre l'initiative elle-même et l'organisation. Effectivement, nous devons parler de l'organisation, mais l'initiative, je pense, Semaine nationale de réconciliation, c'est une bonne initiative, parce qu'il faut d'abord rappeler que l'initiative est sortie de la conférence nationale d'entente, donc une recommandation des Maliens. Donc c'est une très bonne chose.
moi-même je l'ai dit sur beaucoup de plateaux, aujourd'hui les Maliens souvent travaillent à créer des Maliens de première zone, de seconde zone, patriotes, apatrides et ainsi de suite. S'il faut prêcher quelque chose, promouvoir quelque chose, c'est la réconciliation. Mais dans l'organisation de cette semaine nationale de la réconciliation, j'ai plutôt prêté une oreille attentive au discours du président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a aussi mis en avant le dialogue, qui a mis en avant la promotion de la réconciliation, de vivre ensemble. Mais qui a effectivement, mais qui a aussi lancé un appel fort aux signataires de l'accord d'Alger. Mais personnellement, ce que j'aurais voulu qu'il fasse, c'est aussi lancer un appel à ces Maliens que d'autres appellent chefs djihadistes et que certains appellent chefs terroristes. Il faut aussi savoir que dialoguer avec ces gens, c'est aussi une recommandation des Maliens qui est sortie du dialogue national inclusif. C'est vrai, je n'ai pas pris part aux assises nationales de refondation. Je pense que même à l'issue des assises nationales de refondation... Négocier avec le groupe terroriste. Il faut négocier avec eux. Parce que je vous cite deux noms qui sont connus. Yad Agali. Est-ce qu'ils vivent? Voilà. Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Yad Agali est un Malien. Il est au devant. Non, le nom. Voilà. Est devant, mais maintenant, oui, ça, il faut chercher à savoir tout ça. Il y a Amadou Koumfa, que d'autres pensent aussi être déjà mort, qui est au devant de la Katiba de Massina. Ouais. Ce sont des Maliens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des Maliens qui sont retrouvés dans ce conflit par plusieurs manières et par plusieurs raisons. D'autres par même vengeance, d'autres par gain facile. Donc, il faut tout faire pour rentrer en contact avec ces groupes. Ces Maliens, je ne parle pas de ces gens-là qui ont quitté... Mais qui crée ce nom-là, Katiba de Massina? Non, c'est clair. Non, mais moi pourquoi j'ai dit Katiba de Massina? Parce que même quand tu prends le communiqué du gouvernement de la transition, souvent dans les communiqués, on parle de Katiba de Massina. Et ce qui est sûr et certain, nous avons des Maliens qui sont impliqués dans ce conflit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà un accord avec nos frères qui, entre griffes, qui réclamaient Azawad, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas d'accord avec cela. Et les attaques qui sont perpétrées, il faut le dire, ce ne sont pas ce sont ceux-là à qui nous n'avons pas encore d'accord. Maintenant, voilà, effectivement. Maintenant, je finis rapidement par dire que pour moi, et en tant que victime des événements du 10-11 août, parce que moi j'ai été blessé à 2h du matin devant la mosquée de l'imam et transporté à l'hôpital. Moi je pense, oui, en tant que victime, je pense que la réconciliation doit commencer par rendre justice. Sous cette transition, par rendre justice aux victimes du 10, 11, 12 juillet. Parce que la réconciliation, oui, mais la justice d'abord. Ok, merci. Naha Magasouba. Semaine nationale de la réconciliation, Inoben est un moment fort pour réconcilier les Maliens. Cette première édition à Bamako s'est lancée. Peut-être la deuxième édition sera lancée ailleurs. Je ne sais pas, vous, quel est votre point de vue? Moi, mon point de vue par rapport à cette semaine nationale, je me dis quelque part là où nous sommes, il y a quelques jours de cela, c'est ce que je disais lors d'une publication, j'étais couchée parce que j'avais très froid, il a plu. Et tout d'un coup, j'ai pensé à nos militaires qui sont au front à Talatay, dans la zone front à Menaka. Je vous assure, j'ai eu chaud, je me suis levée. Donc, je ne me vois pas faire une caravane. Je ne me vois pas aller faire des discours, des beaux discours, pour embellir l'image alors qu'au fond, ça ne va pas. Moi, je me dis quelque part, quand j'ai été à Nyono pour organiser des rencontres, j'ai échangé avec le président du Recotrad de Nyono. Il m'a dit, Naha, tu sais, on avait une de nos fêtes traditionnelles qui se faisait chaque année ici. Et ça réunissait toutes les ethnies. Et c'était un moment très fort entre nous. De retrouvailles entre nous. Si toutefois vous pouvez vraiment dire à nos dirigeants de faire venir ce genre d'initiative, ça nous ferait plaisir. Et lorsque je voyais hier, cette semaine, je me suis dit, mais pourquoi pas à Nyono? Mon frère parle du 10, 11, 12. Moi, je parle de 2012. Parce que moi aussi, j'ai été victime de cette crise à Gao. Donc moi, je ne vois pas seulement... Vous êtes victime de voilà. Moi, j'étais à Gao lorsqu'il la rébellion. Je fais partie des victimes de cette crise. Okay. Et donc, je me dis quelque part que ces gens se soient dans le froid, entre la vie et la mort. Et surtout avec le discours du général Gamou,
c'était la frayeur totale. Et qu'il voit qu'à Bamako, ici, nous sommes en train de faire une fête, comme quoi semaine nationale de la cohésion sociale. Est-ce que quelque part, cette semaine ne va pas créer d'autres problèmes? Voilà, rapidement, Faradji, votre point de vue sur la semaine. Bon, moi, mon point de vue sur la semaine nationale de la réconciliation, donc c'est vraiment salutaire quand même, c'est une bonne chose parce que c'est la première édition et je partage l'avis de Togo. Le problème, ce n'est pas à Bamako. Merci. Hein? C'est au nord, tout est commencé par le nord. Au centre et au nord. Mais au début, c'était à Gao. Ouais. Hein? Les gens souffrent là-bas avec ce qui se passe. Donc moi, je pense qu'il aurait dû de faire le lancement à Gao. Pourquoi pas de faire ça à Gao et réunir la société civile, la jeunesse, les femmes et même les mouvements armés et les autres communautés et même chercher à appeler les acteurs parce que tu sais les acteurs là ne sont pas sur les terres, les acteurs ne participent pas dans des choses là. On a 2-3 minutes rapidement sur la grille unifiée du syndicat de la police. Bon, j'ai quand même entendu le message, ils sont très fâchés. Ils demandent parce que pour eux, normalement, une catégorie A et une catégorie A, ils sont révoltés. Je pense qu'il faut les écouter, mais dire que forcément, parce que aujourd'hui, je dis, les gens doivent comprendre, les anciens étaient en grève. Ils ont arrêté avec la crise pour dire que ce n'est pas le moment, faisons extrêmement attention, nous renonçons à certains avantages. Mais il faut que ces jeunes-là aussi comprennent qu'avec les difficultés actuelles du Mali, nous sommes en guerre, donc nous sommes en train de financer l'armée, nous sommes en train de faire en sorte que la situation change. Je pense que c'est leur droit, mais ils peuvent attendre. Khalil. Bon, moi, d'abord, quand j'ai vu cette AG, j'ai été un tout petit peu frustré parce que nous n'avons vraiment pas besoin de grogne sociale en ce moment. Et donc, cette grille salariale unifiée qu'ils appellent communément la formalisation, et uniformisation et des salaires, je pense qu'il faut les mettre dans leurs droits. Et moi, je félicite les policiers. Dans leur AG, ils ont été clairs, ils disent qu'ils ont été patients. Et donc, ils restent patients. Et je dis aux autorités de la transition de tout mettre en œuvre pour les écouter. Parce que dans leur AG, ils disent que le dossier est bloqué au niveau du ministère de l'économie et des finances. Voilà, donc tout ce que nous pouvons dire, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette grande chose. Oui. Et puis même, on peut même leur donner un délai. Mieux vaut prévenir que guérir. Monsieur Togo vient de dire que les enseignants ont sur soi à tout. Parce qu'ils se sont dit que quand ça ne va pas dans le pays, nous sommes tous maliens. Mais pendant ce temps, j'ai vu que l'État en a profité pour mettre complètement l'article 39 dans les caisses. Bon, moi je me dis quelque part, est-ce que l'État aussi ne doit pas se dire que ces gens qui n'ont pas fait de grogne sociale, qui se sont dit qu'à un moment donné, il faut qu'on soutienne l'État. Est-ce que l'État aussi ne doit pas dire qu'ils sont redevables envers ces enseignants-là? Donc je me dis que ce soit la police, les enseignants, ce n'est pas eux qui ont décidé d'avoir ces grilles. Ça vient d'en haut. Voilà, ce sont des décrets. Donc, ils n'ont qu'à appliquer ces décrets. Faradji, rapidement. Bon, moi, quand même, je comprends, parce que la synergie des syndicats de la police, ils sont dans leur droit de défendre les membres des syndicats. Mais ils n'ont qu'à chercher, en tout cas, et ils sont conscients plus que nous, la situation actuelle. Et qui sont des policiers. Ils sont vraiment conscients plus que nous, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ils savent ce qui se passe aujourd'hui. L'État est attaqué à l'intérieur comme de l'extérieur. On est dans un moment transitoire. La transition ne peut pas régler tous ces francs. Donc ils n'ont qu'à patienter et d'accepter d'aller sur la table des négociations pour vraiment dialoguer. Nous, on appelle à un apaisement.